Bienvenue à notre rendez-vous. Aujourd'hui, je tenais à rencontrer et à vous faire rencontrer quelqu'un que je considère a été un des principaux initiateurs de la renaissance culturelle et touristique du Kamouraska. Le mot est pas forcé. Depuis 25 ans, on a assisté à cette renaissance-là. Je reçois en effet Michael Schmutt. Bonjour. Et ne vous y trompez pas, là, il ne s'agit pas de mon avatar, ni d'un double de moi, ni de mon père, ni de mon fils, ni de quelqu'un d'autre. La ressemblance entre nous deux est purement l'effet du hasard. Mais les conséquences de cette ressemblance-là, je pense que c'est beaucoup plus, Michael, toi qui les as ressentis que moi. Oui, on m'a souvent pris pour Roméo Bouchard. Tout à fait, oui. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Mais aujourd'hui, c'est pour le meilleur qu'on est ensemble. Et je vais tout de suite attaquer le cœur pour moi de la rencontre avec toi. C'est... au début des années 90, plutôt 95, 96, alors que tu avais des fonctions comme directeur des services communautaires et créatifs de la ville de La Pocatière, tu as lancé une opération énorme qui s'appelait l'opération Héritage Kamouraska, qui voulait repositionner le Kamouraska à peu près à tous les niveaux. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles de qu'est-ce que c'est que l'opération Héritage Kamouraska et qu'est-ce que c'est venu faire? Qu'est-ce que ça a changé dans la dynamique? Bon, en fait, il faut se reporter, comme tu dis, à la fin des années 90. Il y a déjà une offre culturelle et touristique sur le territoire. Il existe même certains produits de très belle qualité. Je pense le domaine des fleurs à Saint-Parcombe, le symposium de peinture de Saint-Germain, la maison de la prune à Saint-André-de-Kamouraska et même une relative assez bonne muséologie aussi sur le territoire. Mais tous ces produits-là sont un peu épars sur le territoire, non structurés, non organisés et tout ça. Alors, essentiellement, ce qu'on cherchait à faire, c'est à structurer le tourisme de façon à offrir une expérience touristique qui prendrait appui sur les richesses patrimoniales du Kamouraska, et Dieu sait qu'on n'en manque pas ici. Alors, imagine pendant 3 ans, 97, 98, 99, une centaine d'intervenants culturels et touristiques, des décideurs locaux qui adhèrent, des organismes de soutien qui prennent part et qui nous soutiennent et qui vont participer pendant ces 3 ans-là à l'élaboration de différentes stratégies pour guider l'action des gens. Parce que on le sent bien à ce moment-là au Kamouraska qu'il y a vraiment une volonté commune de structurer une offre touristique de cet ordre. Puis moi, j'ai toujours pensé aussi que le tourisme culturel et surtout bâtir au Kamouraska son tourisme sur la base de nos richesses patrimoniales, c'était quelque chose qui allait donner évidemment beaucoup de sens à un sens qui existait déjà à tout le territoire, puisque... Dans l'image qu'avait le Kamouraska, comme village de villégiature et tout ça, il y avait déjà ça. Oui, tout à fait. C'était là. Il s'agissait juste d'y donner comme une impulsion, une direction et tout ça. Alors, pendant 3 ans, donc, nous allons travailler sur des stratégies maîtresses importantes. Par exemple, la création de 6 chantiers de travail dans lesquels les intervenants vont s'inscrire, vont participer pour structurer le produit. Et pas n'importe quel. La muséologie d'abord. Ensemble, ils vont construire, ils vont structurer une grande exposition sur l'histoire du Kamouraska et particulièrement son agriculture. En matière de patrimoine religieux, il y a une table aussi où on va commencer à discuter d'organisation de l'accueil des touristes dans nos églises. Comment on pourrait organiser un circuit, par exemple, du patrimoine religieux qu'on a à offrir. On pense aussi au patrimoine naturel et paysager. Le Kamouraska présente des paysages humanisés très remarquables, avec des traits
morphologiques caractéristiques de nos paysages qu'on ne trouve pas ailleurs. Nos fameux cabourons, nos îles, le fleuve à côté et tout ça. Et donc, pour mettre en valeur ce paysage et tout ça, là que les intervenants se mettent à organiser des événements. Le symposium, par exemple, c'est une façon de peinture, c'est une façon de véhiculer la beauté des paysages ici. Oui, tout à fait. Notre idée était justement qu'à chaque année, ils partent 300, 400 peintures du Kamouraska à travers tout le Québec. Voilà. Et c'était la même chose lorsqu'on a organisé le fameux, comment est-ce qu'on appelait ça, la randonnée vélo du Kamouraska, la première édition. 760 participants en vélo. On passe ici à Saint-Germain par le rang des petites côtes, etc., etc. Et c'était une façon, encore une fois, de s'approprier sous un angle différent notre territoire. Dans lequel on vit, qu'on regarde, mais dont on ne prend pas toujours conscience à la fois de l'originalité et de ses beautés. On avait aussi une table pour la restauration, l'hébergement. Déjà, de fait, il existait à l'époque aussi, à la fin des années 90, un réseau d'auberges ici, dans nos maisons de charme, dans nos belles grandes maisons bourgeoises qu'on retrouve le long du littoral et tout ça. Et finalement, on a eu aussi une table en collaboration avec le milieu scolaire, où on a élaboré un guide, par exemple, des sorties éducatives. On sait qu'aujourd'hui, l'alliance entre le développement touristique, entre le produit touristique, l'offre touristique et le réseau scolaire est quelque chose de très tangible avec le programme que tu connais, Apprendre le Kamouraska, où nos écoles, soit dans des cours eux-mêmes ou encore dans des sorties éducatives, les jeunes apprennent à lire. Est-ce que vous craignez à ce moment-là que le tourisme qui prenait de l'ampleur partout au Québec envahisse le Kamouraska et le déforme et le commercialise d'une façon un peu trop commerciale, justement? Et votre rêve était de créer un tourisme ici ancré dans la mise en valeur plutôt que dans la commercialisation. Oui, tout à fait. Remarque qu'à l'époque, on n'était qu'une simple région de passage. Il venait très, très peu de personnes ici. Non, à l'époque, on craignait pas ça. On partait vraiment, on en était vraiment au b.a.-ba de l'organisation de l'industrie touristique. J'ajoute, dans nos stratégies, donc, il y avait l'organisation du produit, mais il fallait aussi positionner notre territoire sur les marchés touristiques au Québec. Et c'est là qu'est arrivé le très joli concept, le Kamouraska, le doux pays, auquel, d'ailleurs, tu as participé personnellement et très activement. Alors, le doux pays, je trouve pas un concept plus descriptif de ce qu'est le Kamouraska. Ici, la douceur, elle est partout. La douceur, elle est dans notre morphologie, elle est dans notre économie, elle est dans nos rapports, elle est dans notre culture, elle est partout. Alors, ça, c'était bien et c'est un concept qui nous a permis de bien nous positionner au plan. Il y avait un plan de formation aussi à Opération Héritage Kamouraska, parce que les intervenants touristiques n'étaient pas toujours rompus aux exigences de l'accueil, aux exigences de ce qu'on appelle le réceptif et tout ça. Donc, il y avait de la formation. On avait aussi un plan de financement pour aider les initiatives qui émergeaient, pour les soutenir. Et finalement, on avait aussi un plan de commercialisation et de promotion commun. Ça, c'était important. Il fallait qu'on cible les mêmes marchés, qu'on comprenne qu'on avait quelle clientèle on visait, à quelle place il fallait aller parler au monde pour qu'ils viennent chez nous. Je me rappelle des batailles épiques autour, par exemple, du kiosque touristique, comme c'est le kiosque touristique, c'est ça qui faisait... Les choix des vacances des gens est fait avant qu'ils arrivent à notre kiosque touristique. Ouais, donc, il faut aller en amont pour les influencer, pour les amener à choisir notre région. Et finalement, et ça, c'était très important, annuellement, nous avions ce qu'on appelle un forum annuel d'évaluation, où là, on évaluait l'état d'avancement des stratégies que nous avons mis en place. Il y a quelque chose d'assez original dont on se souvient à peine, c'est que vous aviez mis de l'avant une charte du tourisme qui visait justement à ce qu'on fasse du tourisme une mise en valeur
du territoire et de tout le potentiel, le patrimoine culturel, économique qu'il y avait ici. Tu sais. Oui, ça, c'était l'objectif premier. Mais il y en avait un sous-tendu aussi dont qu'on avait en tête. C'est qu'il fallait aussi, pour avoir cette mobilisation-là, il faut à un moment donné énoncer des valeurs, énoncer des objectifs qu'on poursuit de façon à faciliter l'adhésion. Parce qu'il faut comprendre qu'une mobilisation comme ça suppose que les gens acceptent le partenariat comme base consensuelle des rapports entre nous, qu'on partage la vision qui est proposée, qu'on a une approche réseau dans notre action et tout ça. Et la charte, c'est un peu le lien de tout ça. C'est un peu des tables de Moïse. Voici comment on conçoit ça chez nous, et voici comment, les valeurs auxquelles on adhère, et voici ce qui fait notre originalité et qui va maintenir le lien entre nous, l'adhésion entre nous à une même démarche. Oui. Mais quand on regarde ça 25 ans plus tard, 20-25 ans plus tard, on est forcé d'admettre que ça a marché. Que ça l'a réussi, parce que le visage qu'a le tourisme au Kamouraska et le visage qu'a le Kamouraska, tout simplement, correspondent d'assez près à cette orientation-là que vous avez voulu donner. C'est vrai, même si on observe certains écarts. Par exemple, pendant ces années-là, il y a eu un écart beaucoup dans ce que pouvait offrir et la rétention qu'avait le littoral versus le Haut-Pays, par exemple. Aujourd'hui, quand je regarde ça, il y a maintenant des plans de développement dans le Haut-Pays. On est en train de structurer, par exemple, le parc du Haut-Pays avec une offre à la fois économique, culturelle, touristique, etc. Alors, en ce sens-là, oui, on est encore dans la même lignée. Et quand je regarde aujourd'hui les nouveaux produits qui apparaissent, bien, on est dans le même esprit, Roméo. Je regarde, par exemple, le cirque, il se fait où? Sur les parois rocheuses de Monadnock. La filière du champignon, ça se fait, mais ça, c'en est une filière qui s'appuie sur une ressource naturelle, puis qui permet justement de faire adhérer plus facilement les gens du Haut-Pays, parce que c'est un peu dans nos plateaux forestiers que ces choses-là se passent. Je regarde la réappropriation qu'on se fait du fleuve aujourd'hui. Si à la Nouvelle-France, ça a été une terre nourricière, si au 19e siècle, ça a été un réseau navigable par le cabotage pour servir notre économie, bien aujourd'hui, dans notre environnement qu'on veut écologique, où les préoccupations environnementales existent, regardez la réappropriation qu'on fait du fleuve. La récréatif doux, le kayak de mer, l'observation d'oiseaux. On fait de la cueillette d'herbes du fleuve. Alors, moi, je trouve... Oui, ça évolue bien et tout ça. Maintenant, oui, il y a des pochettes plus commerciales que d'autres parce que ça a été tellement pris d'assaut. Je pense, par exemple, au village de Kamouraska, et je leur reproche pas, c'est fantastique, tout ce que ça peut amener comme économie là. Mais il en vient-tu du monde, là? Il y en a-tu du commerce Mais au moins, ça respecte un peu l'esprit de nos savoir-faire. On récupère notre patrimoine bâti, on récupère à des fins... gastronomiques, etc. Moi, je trouve ça c'est sûr que c'est de la haute gamme, tout à fait. Quand même. Là. C'est plus cher que peut-être la moyenne, mais ça a un effet d'entraînement. Tout à fait. Le Kamouraska est devenu, dans le fond, notre locomotive, est devenu notre locomotive. C'est lui qui draine. C'est lui qui draine. Et les autres autour en profitent. Mais on regarde maintenant ici autour, il s'en fait maintenant encore du développement. Et moi, ce que j'aime, c'est que ça reste, même si c'est pas toujours réfléchi, conscient, voulu, affirmé, ça reste que ça s'appuie sur les richesses paysagères, culturelles, naturelles de notre territoire. Justement, au niveau du paysage, il y a eu beaucoup de développement de ce côté-là. On était moins conscient peut-être à ce moment-là, mais vous avez entre autres développé Ruralis, qui est venu structurer toute cette analyse des paysages malheureusement, ça vient de terminer ses activités, le Ruralis, mais ça l'a donné un élan énorme
à l'appréciation et à la lecture des paysages. Oui. Remarque bien, Roméo, que déjà Opération Héritage Kamouraska avait eu ce type de conséquences-là. Parce qu'au terme des 3 ans, on a vu notre MRC, par exemple, dans le cadre de son revision de son schéma d'aménagement, commencer à établir un cadre normatif et réglementaire sur la question, du patrimoine. On a vu des municipalités se doter d'inventaires, par exemple, de leur patrimoine et tout ça. Donc, il y avait déjà là un impact. La MRC aussi a amorcé, au début de l'an 2000 aussi, sa démarche pour une première politique culturelle sur le territoire. Tout ça, sans vouloir tout s'approprier, ça reste dans la même suite logique, dans la même... alors moi, je considère une mouvance qui a continué à s'élargir. Tout à fait. Et tu m'amènes sur Ruralis. Oui. Une autre chose dans laquelle on s'est beaucoup investi, et je vais la résumer de la façon suivante. C'est que si tu veux asseoir ta culture, ton tourisme sur tes richesses patrimoniales, encore faut-il que tu aies un outil pour les protéger, les mettre en valeur. Parce que le tourisme, il a ses limites, lui. L'industrie touristique, oui, elle met en valeur, mais c'est pas une industrie pour protéger la ressource, c'est une industrie pour la mettre en valeur. Voilà. Elle consomme la ressource. Voilà, elle l'offre puis elle est consommée. Alors, il fallait un outil aussi pour protéger ça et surtout pour suggérer des modes d'intervention, de protection et de mise en valeur. Alors, Ruralis est né. Qu'est-ce qu'était Ruralis, dans le fond? C'est le premier centre d'expertise en patrimoine rural au Québec. C'était une entreprise d'économie sociale, gérée par des bénévoles, avec un personnel professionnel, évidemment, à l'appui. Et notre intention, c'était justement de développer des services pour la protection de la mise en valeur. Non seulement des services, mais aussi des modes d'intervention originaux. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, les municipalités se voyaient de plus en plus offrir la responsabilité de prendre charge de ce qu'on appelait leur patrimoine et tout ça. Mais les municipalités n'avaient pas un personnel qualifié pour faire ça, avaient peu de ressources. Alors, on est né au départ, nous, en appui aux municipalités et à la MRC de Kamouraska pour mieux intervenir dans le domaine du patrimoine. Évidemment, Ruralis a connu soudainement une expansion. Nos services ont commencé à être demandés un peu partout dans d'autres régions du Québec. Et là, on n'était plus uniquement Kamouraskois. On est intervenu dans plusieurs régions du Québec avec nos services. On avait des services conseils en architecture. On avait une base un portail d'information sur les caractéristiques architecturales du patrimoine bâti de la Côte-du-Sud. Nous faisions des fouilles et des surveillances archéologiques. Nous avons développé une méthode d'analyse originale pour la caractérisation des paysages. Ouais. Et ce qui tombait bien, c'est que le marché, soudainement, s'est ouvert pour nous parce que est arrivée l'implantation des éoliennes. Et les éoliennes, bien, il y a des gens qui étaient d'accord avec tout ça, puis il y avait hâte, mais il y en a d'autres qui disaient ça va venir défaire sur le paysage et tout ça. Alors, nos analyses permettaient, en tout cas, c'était notre objectif, de favoriser il ne s'agissait pas d'être contre l'éolien, mais d'en favoriser une meilleure implantation dans le paysage. Puis, effectivement, il y a un règlement provisoire à la MRC ici, qui nous a évité tous les drames que beaucoup d'autres régions ont vécu. Tout à fait. Alors voilà ce qu'a été Ruralis. Nous avons été dans le décor au Québec pendant 20 ans. Nous sommes intervenus un peu partout, dans plusieurs MRC, plusieurs régions du Québec. Malheureusement, Ruralis, pendant plusieurs années, notre viabilité financière a toujours été très cyclique. Très bonnes années, années plus difficiles, très bonnes années. On était vraiment dans une perspective d'autofinancement de nos services. Vous avez eu la chance d'avoir quand même un grand expert reconnu au Québec avec Paul-Louis Martin. D'une part, oui. Qui avait une autorité tout à très fait grande là-dessus. Oui, tout à fait. Et Paul nous a été d'une grande... En fait, c'était notre maître à penser, Paul-Louis, en termes de contenu et tout ça. Personnellement, j'ai toujours été davantage impliqué dans les enjeux entourant le financement puis les organisations et tout ça. Mais en termes de contenu, la richesse sur le territoire, nous l'avions, c'était Paul-Louis Martin. Il faut dire aussi que notre directrice générale était une archéologue senior. Et donc, avec elle, s'est ouvert aussi tout le marché des fouilles archéologiques et tout ça. Donc, notre viabilité financière était cyclique. Et ce qui nous aurait davantage aidé, c'est si le ministère de la Culture avait bien voulu
nous accréditer, c'est-à-dire nous donner une reconnaissance de façon à obtenir un soutien au fonctionnement. Ça n'est jamais venu, malheureusement. Alors, quand est arrivée la COVID, il y a 2 ans, et que nous étions à ce moment-là dans une situation particulièrement fragile au plan financier, bien, 2 ans sans pouvoir vraiment intervenir sur le terrain avec nos services, on a décidé, il y a à peu près, il y a maintenant 6 mois, de fermer les livres. C'est dommage parce que le Québec aurait beaucoup besoin. Vous avez continué votre travail un peu après coup, là, avec les villes innovantes et tout ça, de sorte que ça s'est étendu un peu à tout le concept de développement régional. J'aimerais ça qu'on parle un peu de comment vous voyez le développement régional dans les régions périphériques, les régions rurales, et de voir un peu comment vous évaluez là, où on en est avec cette question-là du développement régional. Parce que ça, c'est le sujet classique là, où on recommence tout le temps les mêmes erreurs, puis on avance, on a l'impression de ne pas avancer. Oui, et ça me serait un peu difficile vraiment de porter un jugement global d'emblée sur l'ensemble des régions du Québec parce que, d'une part, je suis retiré du travail depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai particulièrement œuvré au Bas-Saint-Laurent, qui est une région que je connais mieux, et dans le Kamouraska. Pour revenons d'abord au réseau des villes. De fait, moi, j'étais directeur général de la ville de La Pocatière, et à La Pocatière, une des caractéristiques, nous avons des institutions d'enseignement supérieur, telles que le Cégep. Nous avons 3 centres de transfert technologique d'importance, parmi les premiers au Québec. Puis, nous avons des entreprises importantes, comme Bombardier et tout ça. Nous avions le sentiment, nous, à la Ville, qu'il fallait absolument réseauter les centres de recherche, les entreprises, les villes et les institutions d'enseignement supérieur de façon à optimiser toute la connaissance et tout le savoir qui circulait à l'intérieur de ces choses-là. Alors, on avait d'abord essayé, sur un plan plus local à La Pocatière, de créer ce réseautage-là avec plus ou moins de succès. Mais à un moment donné, on a fait la proposition à l'échelle de la région du Bas-Saint-Laurent. Tu sais qu'il existe, même plus que le Bas-Saint-Laurent, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Il existe tout près d'une vingtaine de centres de transfert technologique et de centres de recherche dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie. Puis, nous avons des institutions d'enseignement supérieur, puis nous avons une université et tout ça. Alors, nous autres, nous avions toujours eu la conviction que les municipalités avaient un rôle à jouer puis un leadership à prendre pour favoriser les mariages entre ces institutions-là, ces centres de recherche. D'une part, pour que la recherche appliquée qui se fait chez nous puisse se transmettre plus facilement aux entreprises pour améliorer puis amener de l'innovation dans nos entreprises. Puis, il fallait aussi que nos entreprises connaissent davantage la recherche appliquée qui se fait sur le territoire, de façon à faciliter les changements qu'ils veulent apporter à leur entreprise, soit au terme de la production, ou de leur commercialisation, ou de leur mise en marché. Alors, le réseau des villes de l'Est du Québec, c'était les villes qui avaient sur leur territoire soit un cégep, soit une antenne collégiale, soit une université, soit un centre de recherche, et qui se sont mis ensemble pour développer des conditions, des services qui allaient faciliter l'innovation sur le territoire. Nous avons créé un fonds régional d'innovation. Nous tenons aux 2 ans un forum annuel d'évaluation où les entreprises se rencontrent avec les centres de recherche. Est-ce que le résultat vous satisfait ou c'est un peu la question que je posais? On en est où avec après tous ces efforts-là avec le développement régional? Moi, je n'ai aucune crainte sur la capacité d'innovation créatrice, originale, la recherche de solutions, de trouver des moyens à l'intérieur des régions pour trouver des solutions à nos problèmes. Moi, j'ai jamais eu de doute sur cette capacité-là. La difficulté, moi, auquel je me serais confronté pendant les 40 ans où j'aurais agi, puis elle m'a toujours un peu dérangé, c'est le manque de confiance et la solidarité qu'on recherche, une solidarité plus grande entre les gouvernements supérieurs puis ce qui se passe en région. C'est la gouvernance, en réalité. Tout à fait. C'est la répartition des pouvoirs, des ressources, décentraliser un peu les choses. C'est un peu ça qui est le... Puis c'est les nombreux changements qu'ils apportent à une gouvernance régionale à un moment donné, dans lesquels on s'investit, on adhère,
on travaille avec ces instances-là. Tu arrives à un nouveau gouvernement, on ferme le CLD, on ferme les CRE, on fait ça. Pendant ce temps-là, les petits milieux perdent les expertises professionnelles que ces organismes-là amenaient pour les supporter dans leur développement. Il faut encore une fois changer les orientations, modifier les représentations de nos élus puis de nos intervenants sur le territoire. Moi, j'aurais tellement souhaité davantage d'esprit de collaboration et de solidarité. Et non pas seulement un gouvernement qui, devant une initiative régionale, dit « Ah, moi j'ai un programme pour ça, voici l'argent. » Puis à partir du moment où tu acceptes l'argent, ils en changent les normes, ils changent les règles, ils reprennent le contrôle sur ton initiative que tu voulais originale. Cette dynamique-là, moi, m'a toujours un peu dérangé. Puis elle freine l'élan créatif puis l'élan qu'ont les régions quand ils viennent le temps de trouver des solutions à leurs problèmes. Ceci étant dit... Je vous comprends bien, là. Et on arrive à la fin de notre entretien, mais c'est une très belle conclusion, ce que vous dites là. Alors moi, c'est une chose que je souhaiterais, c'est un peu ce changement-là. Pas qu'on n'a pas besoin de nos gouvernements, pas qu'il n'est pas nécessaire qu'ils interviennent financièrement dans nos choses, mais qu'ils le fassent, mais en confiance des initiatives que nous avons et de l'originalité qu'on leur apporte, puis qu'ils ne soient pas obligés de nous aider seulement parce qu'ils vont prendre l'initiative, ils vont la rendre accessible à l'ensemble des régions du Québec, puis là, ça va justifier qu'ils la financent, et parce qu'ils arrivent avec du financement, ça va justifier qu'ils en changent les normes et les règles. Ah oui, on est dépossédé beaucoup. Moi, cette dynamique je l'appelle comme ça, moi, la dynamique de dépendance, là, moi, je trouve que ça freine nos élans. Ceci étant dit, nous avons besoin de nos gouvernements supérieurs, nous avons besoin de la créativité de nos régions, mais il faut qu'il y ait une meilleure compréhension mutuelle à l'intérieur de cette dynamique-là. Merveilleux. Je vais être obligé de... J'aurais aimé vous parler de la musique parce que je sais que votre retraite puis votre passe-temps personnel, c'est de travailler, de faire de la musique. On en parlera à un autre moment. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de cet entretien très, très éclairant. Merci beaucoup, Roméo. De notre côté, on se voit la semaine prochaine avec un autre invité. J'espère que vous serez là avec nous.